vous entendre sur la loi sur la souveraineté de l'Alberta adoptée hier. Est-ce que ça peut être dommageable pour vous au niveau fédéral, vous pensez? C'est sûr que c'est des enjeux toujours qui amènent des discussions politiques intéressantes. Par contre, comme Québécois, moi, je veux dire, je ne m'occupe pas de ce qui se passe en Alberta. Mais est-ce que vous pensez que ça peut peut-être avoir un impact sur l'image du Parti fédéral, sur l'unité canadienne, sur... Non. Est-ce que ça vous inquiète les aspects du point de vue légal, c'est-à-dire que le cabinet pourrait prendre certaines décisions en court-circuitant l'Assemblée législative? Non, c'est ça, mais tout ce qui touche à cette décision-là de l'Alberta, nous, de notre côté, on s'en mêle pas vraiment pas. J'ai pas de commentaires plus que ça. On va voir plus tard si ça peut avoir un impact, mais pour l'instant, on n'a mis pas... Vous avez posé une série de questions hier, peut-être en anglais avant. Juste sur le... About the Alberta, the sovereignty bill, so I don't want to comment. Juste entendre au sujet. M. Paulus, mais en même temps, aucun de vos collègues veut répondre. Tout le monde passe tout droit devant nous, donc visiblement, il y a quelque chose qui se passe, non? Par rapport à l'Alberta? Non, mais comme je vous dis, on n'a pas commenté pour l'instant. C'est une décision du gouvernement de l'Alberta. On va voir où ça mènera, mais pour l'instant, ça n'a pas d'impact dans notre parti. En tout cas, pour moi et mes collègues, là, on n'a pas à subir quelconque impact que ce soit. Vous avez posé une série de questions hier en Chambre à M. Trudeau sur la Chine. Ouais. Vous avez pensé quoi de ces réponses? Est-ce qu'il a été transparent selon vous? Pas du tout. C'est assez clair que M. Trudeau ne veut pas répondre à la question. Et pourtant, au comité PROC, de la procédure, on a des rapports qui sont caviardés. On a des rapports qui ont été préparés pour M. Trudeau en 2020, en 2021, faisant part d'ingérence, parlant de ce qui s'est passé. Et lorsque M. Trudeau ne veut pas répondre aux questions, ne veut pas simplement dire s'il y a eu un rapport, il ne dit pas la vérité, c'est clair, parce qu'au comité, c'est public, on a ces rapports-là, sans avoir de contenu, mais on a les titres, on a les dates. Donc, on sait que M. Trudeau a eu des rapports. Ça indique quoi, selon vous? C'est ça la question. On se demande pourquoi que M. Trudeau ne veut tout simplement pas répondre au fait que oui, j'ai eu un rapport. Est-ce qu'il peut donner certaines informations là-dessus? De tout simplement dévier la question, c'est très inquiétant pour nous, parce qu'on se dit, OK, là, ça crée encore plus de lutte. J'aimerais vous entendre sur l'élection partielle qui s'en vient dans Mississauga, Lakeshore. Évidemment, c'est un siège traditionnellement plus libéral, mais est-ce que ça représente un test pour vous? Quel impact ça peut avoir sur l'image? Comme ça, il y a toujours une forme de test là-dedans. L'élection partielle, tout le monde regarde pour voir est-ce que ça peut être une tendance pour une élection future, mais pour nous, on fait le maximum. On a des gens, des bénévoles impliqués, on travaille l'élection pour la gagner, évidemment, puis après ça, on verra le résultat. Mais écoutez, c'est pas nécessairement un test pour le Parti conservateur. Je crois que c'est une élection qui a favorisé les libéraux depuis longtemps. Est-ce qu'on peut avoir un bon résultat ou gagner? Tout est possible. Le recteur de l'Université d'Ottawa a présenté des excuses ce matin pour ce qui s'est passé lundi. Vous en pensez quoi? Il est bien fait de porter des excuses, mais en même temps, je pense que c'est un message qui devrait être écouté par tout le monde, d'accepter les demandes de l'ambassadeur chinois, de fermer les portes à des journalistes, de fermer les rideaux. Lors d'événements publics comme ça, c'est inacceptable au Canada. Donc, que l'Université d'Ottawa s'excuse, c'est parfait, mais maintenant, prenons l'exemple, et il ne faut pas que ça se reproduise ailleurs au Canada. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Paulus. Vous parlez des réactions sur les chiffres statistiques Canada, le français. On voit un déclin, notamment à Montréal, 30% qui utilisent une autre langue que le français au travail, c'est 20% au Québec. C'est un déclin dans les deux cas. Je me demandais ce que vous en pensiez. Vous m'informez de ces chiffres-là. On sait que depuis déjà quelques années, le gouvernement du Québec a mené des enquêtes très sérieuses et identifié le fait qu'en effet, le français est en déclin au Québec. Ce qui n'était pas le cas avant. Moi, je me souviens quand j'étais dans la vie provinciale, on sentait ça, mais on n'avait pas les données statistiques probantes, ce que le gouvernement provincial actuel, dans son ancienne législature, avait démontré et donc amené, entre autres, le projet de loi 96, et amené aussi une prise de conscience ici au fédéral. On sait qu'actuellement, la loi fédérale qui est étudiée actuellement, vise certains objectifs. Pour nous, ça ne va pas assez loin, puis on veut donner encore plus de mordant à ça. Malheureusement, le gouvernement tarde à amener ce projet de loi dans le débat correct. Sur la question du déclin en français comme tel, je pense qu'on est tous interpellés, nous les Québécois, francophones, à être beaucoup plus vigilants face à nous-mêmes. Et c'est à nous aussi que la responsabilité incombe de s'assurer que dans nos comportements, dans nos actions, dans nos paroles, lorsqu'on prend la parole, lorsqu'on est en affaires, lorsqu'on a une négociation à faire avec un commerçant ou quoi que ce soit, qu'on le fasse d'abord et avant tout en français. Tous, je pense, on va le premier, le vilain pli, puis lorsqu'on est 10 personnes, puis il y a un anglophone qui arrive, pouf, on switch pardon.
on transfère à l'anglais. C'est pas exactement la bonne chose que l'on doit avoir. Et c'est des réflexions qu'on doit avoir pour préserver cette langue. Il nous appartient aussi à nous de l'exprimer correctement, de l'exprimer dans toute sa splendeur et de toute sa beauté aussi. Ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas, que ce soit sur la scène publique ou que ce soit sur la scène privée. Il nous appartient donc d'être préservé ça. J'ai pu comprendre en lisant les informations que dans quelques heures, le discours inaugural du Premier ministre à l'Assemblée nationale va porter sur cet aspect. Nous verrons bien de quoi il en retourne. Mais il faut s'assurer aussi que l'immigration soit faite avec des gens qui puissent s'exprimer en français lors de leur arrivée et que s'ils ne le feront pas, comme par exemple une réunion des familles et tout ça, là, oui, vous avez quelqu'un qui parle français parce qu'il est ici depuis 2-3 ans et on veut ramener la famille ici. On peut comprendre qu'il y a des exceptions humanitaires que l'on peut accepter, que l'on doit accepter d'ailleurs, comme humain d'abord et avant tout. Mais sur la question de l'immigration, oui, nous avons une responsabilité au fédéral de s'assurer que les gens qui viennent ici au Québec puissent s'exprimer en français, ou les outils nécessaires pour la faire. C'est toujours la qualité de l'accueil qui assure le bon fonctionnement. Et on comprend aussi qu'en d'autres temps, ce n'était pas le même objectif. Mes parents ont débarqué du bateau en 1958 à Québec, ils parlaient français, c'était correct, il n'y avait strictement rien qui les accueillait. C'était bien au Canada, et dans 5 ans, si vous êtes encore là, que ça va bien, vous allez avoir votre citoyenneté. Faites ça comme il faut. Aujourd'hui, les défis sont beaucoup plus grands, et c'est correct ainsi. What are your thoughts on the Alberta Sovereignty Act? Well, first of all, this is coming from on the provincial level, so I have nothing to say except that, when we talk about sovereignty, yes, as you know, in Quebec we had during almost 19 years, four elections that we have seen conservative, but independentist government with the Parti Québécois, and they achieved great things in the Confederation. So that would be my suggestion to Alberta, even if I have nothing to say to what's happening in each and every provinces, is that, the Canadian Constitution is very well designed on that issue. If you respect your jurisdiction, you can achieve great things, as we have seen in Quebec for decades, and especially when the Parti Québécois was in office for almost 19 years, for majority government with René Lévesque, with Daniel Johnson, with Bernard Landry, with Lucien Bouchard, Pauline Marois, five mandates, sorry. The last one was a minority. So those people, those premiers achieved great things in Quebec inside the Confederation. So if we do respect the jurisdiction of the Constitution, you can achieve great things in this country, and we have seen that in Quebec. We will see what will happen in other provinces. What do you think the political implications of such a move would be? Well, as I said, I will not comment what's happening in Alberta. But based on the Quebec experience, we had 5 different governments under the Parti Québécois, which is a truly independentist party at that time. They said we will consult the population before going to the independence. That's fine, but their roots are crystal clear. Separation, independence of Quebec. That's fine. That's a democratic event. That's a democratic process. But based on that, based on the Canadian Constitution and the respect of jurisdictions, 5 different Parti Québécois governments achieved great things for Quebec. So yes, you can achieve great things for your province inside the Confederation, as long as you respect your jurisdiction. That's what happened in Quebec, and I think each and every province can get inspirational from that inside Canada as a proud Canadian. What would you say to concern? C'était pas pire, hein? Ouais. Écoutez, moi je pense que, excusez-moi, le gouvernement, le Parti québécois a démontré qu'on peut accomplir de grandes choses au Canada, à l'intérieur du Canada, dans la juridiction canadienne. Ça a été 5 gouvernements quand même très puissants. René Lévesque, Pierre-Marc Johnson, vous avez eu Lucien Bouchard, Bernard Landry, Pauline Marois, vous avez 5 grands premiers ministres, 5 gouvernements qui prêtent à examen, bien entendu, mais qui ont accompli des grandes choses à l'intérieur du cadre canadien. Dans la mesure où on respecte la Constitution, dans la mesure où on respecte les juridictions, oui, les provinces peuvent accomplir de grandes choses pour l'autonomie qu'elles peuvent respecter. Alors, si ça peut servir d'inspiration pour l'Alberta ou d'autres provinces, ça leur appartient. Je ne commencerai pas à juger ce qui se passe en Alberta. Basé sur l'expérience du Québec, vous avez eu à 5 reprises des gouvernements souverainistes clairement identifiés qui ont accompli de grandes choses à l'intérieur du cadre juridique canadien, et c'est bien ainsi. What do you say to concerns about what this would mean for democracy, though, right? This act would give cabinet powers. Okay, well, as I said, I will not comment this specific piece of issue. First of all, I've never read that, so you're talking about something that I don't know. Yes, I see the big
big title and the title of that bill. But as a Québécois, I will not comment what's happening in Alberta, and I would even say that as a federal member of parliament, I will never talk about if it's good or bad provincial policies, even in Quebec. I have a lot of questions on a daily basis. What do you think of this government doing in Quebec? I said, well, I'm on the federal level, so I will not comment that. What I always say is that each and every provinces have some autonomy on that, some jurisdiction to apply, and based on the Quebec experience, with almost 19 or 20 years of a PQ government, with strongly clear message as independentists, they achieve great things for the provinces inside the Canadian Constitution. So as great Canadian, they achieve great things for their province. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. Merci.